Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Je serai plus complet en disant que vous êtes secrétaire national à l'UMP. Vous êtes, on peut même dire, le plus jeune député parmi les hommes à l'Assemblée nationale, puisque Marion Maréchal Le Pen est plus jeune que vous. Mais en tout cas, vous êtes le plus jeune député UMP à l'Assemblée. On va parler de l'UMP, on va parler du Front National, des déclarations de François Fillon sur le FN et la Syrie, des élections municipales, des élections en Allemagne qui ont lieu aujourd'hui. Mais d'abord, ce qui s'est passé cette semaine à l'UMP, c'est quoi? C'est un débat de fond, c'est un psychodrame, c'est une implosion? Écoutez, moi je suis très déçu, comme beaucoup de militants, de cadres, d'électeurs, de ce qui se passe depuis 1 an et demi à l'UMP. Et en même temps, il faut raison garder. Pendant 10 ans, la droite a gouverné le pays. Nous avions depuis le général de Gaulle toujours un chef, Pompidou, puis Giscard, puis Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Et voilà, depuis le général de Gaulle, nous avions à choisir un chef. Et nous n'avons toujours pas notre leader naturel, puisque Nicolas Sarkozy, pour l'instant en tout cas, est retiré de la vie politique active, et que M. Copé comme M. Fillon n'ont pas réussi à démontrer leur leadership. Donc il y a eu le drame de l'élection interne, qui était dramatique effectivement pour tout le monde, pour les électeurs, pour les cadres, pour les élus. Et il y a de temps en temps des soubresauts, comme celui que nous avons vécu cette semaine. C'est une tempête dans un verre d'eau, je le pense, puisque d'abord, nous avions toujours défini une ligne à l'UMP, qui était le NINI, le ni PS ni Front National, et qu'en regardant bien les déclarations de François Fillon, il n'a pas dit autre chose, mais on a mis une semaine à s'en rendre compte et à ce que François Fillon, comme d'autres, réitèrent leur position. Donc c'est effectivement une tempête dans un verre d'eau. Des choses un petit peu différentes. Hein. On va donc parler du Front National maintenant, avant de parler de la Syrie, puisque François Fillon a également eu des critiques pour sa position sur la Syrie prononcée devant Vladimir Poutine. Bon, mais on revient au Front National. Alors il dit qu'entre un candidat du Front National et un candidat PS, il faut choisir le moins sectaire. Et c'est quand même une rupture avec tout ce qu'on avait entendu jusque-là. Vous ne pouvez pas dire... Enfin, c'est étonnant quand vous dites tempête dans un verre d'eau. Ça a quand même remué beaucoup de gens. D'autant plus qu'il disait il n'y a pas longtemps, avec Nicolas Sarkozy, notre position sur le FN... nous avons des positions sur le FN irréconciliables. C'est pas... bah non. La droite républicaine a toujours été extrêmement claire entre le Front National, l'UMP, jadis le RPR, et le Parti Socialiste. Lorsqu'il y a eu des gens qui ont fait des alliances avec le Front National, en 98, ma famille politique a toujours été extrêmement claire, et Nicolas Sarkozy a toujours été extrêmement clair. Mais il n'a jamais appelé à voter Front National, Nicolas Sarkozy. En effet, mais je crois que... Là, on peut interpréter les paroles de François Fillon comme un vote... Je pense peut-être pour le Front National. C'est bien le problème, c'est qu'on interprète les paroles, surtout dans une configuration politique qui n'existera pas. Aux élections municipales, il faut faire 10% des suffrages exprimés. Je ne suis pas François Fillon. Quand vous l'inviterez, je suis sûr qu'il vous répondra bien mieux que moi. 10% des exprimés. C'est-à-dire que partout en France, il y aura une liste UMP au second tour. Et donc cette question ne se posera pas. Et si j'étais François Fillon, à la question de M. El Kabbach et de M. Le Parmentier, pour l'élection présidentielle, j'aurais répondu que comme j'étais au second tour de la présidentielle, le choix que vous m'offrez ne s'offrirait pas. Je pense qu'effectivement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Le mot sectaire n'est pas le mot le plus heureux. Je crois que tout le monde s'en aperçoit. En même temps, je pense qu'il faut que l'UMP arrête de regarder à sa droite, arrête de regarder à sa gauche, regarde devant lui et se présente au suffrage des électeurs. Donc c'est ni une faute, ni une erreur On aurait pu se passer de ce psychodrame qui est aujourd'hui, à mon avis, complètement derrière nous. Je pense aussi que cela s'explique dans mon introduction en disant que ça fait bien longtemps que nous n'avons pas de chef et nous cherchons encore un chef. Alors, mais pour qu'on comprenne bien quand même, parce que vous nous dites c'est une tempête dans un verre d'eau, l'accord qui a été trouvé mardi dans les instances de l'UMP, c'est une remise en cause du NINI ou est-ce que, ni FN ni PS, ou est-ce que le NINI est toujours valable ? Alors le NINI c'était avant, maintenant c'est le contre-contre. Moi je plaide avec Xavier Bertrand et Bruno Le Maire par exemple pour le pour, c'est-à-dire pour l'UMP qu'on arrête de s'occuper de nos voisins. L'UMP est une grande force républicaine et démocratique. Nous avons vocation à être majoritaire bien sûr dans les élections municipales mais aussi à l'élection présidentielle. Arrêtons de regarder à droite et à gauche, concentrons-nous à nos discours vers les Français. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que Fillon a fait cela ? Il n'a pas fait par hasard, c'est un homme politique aguerri, il a été Premier ministre, il a été plusieurs fois ministre. Qu'est-ce qu'il veut au juste ? Il veut changer son image ? Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on disait qu'il était un petit peu centriste. Alors il a regardé la sociologie des électeurs, puis il s'est dit, il faut que je droitise mon image. C'est ce qu'il a fait, il l'a fait de façon un petit peu violente pour certains. Alors moi je ne suis pas dans l'esprit ni dans le cerveau de François Fillon. Moi je pense que de quoi qu'il arrive, si jamais c'était l'hypothèse de tel ou tel dirigeant politique, notamment à l'UMP,
d'imaginer qu'ils vont récupérer un électorat Front National parce qu'ils pourraient voter pour des élus du Front National. Je pense que c'est une analyse complètement fausse. Ne serait-ce qu'électoralement, puisque l'extrême droite aujourd'hui n'est plus l'extrême droite, c'est l'extrême tout court. Je suis élu à Tourcoing, je peux vous assurer que les quartiers ouvriers qui ont voté communistes et socialistes, y compris François Hollande à la dernière présidentielle, seront ceux qui fourniront le plus grand bataillon d'électeurs au Front National lors des élections municipales, régionales et peut-être présidentielles prochaines. Il y a sans doute plusieurs types d'électeurs du Front National, des gens qui habitent dans le sud de la France, des gens qui habitent dans les quartiers ouvriers de Lorraine ou du Nord-Pas-de-Calais. C'est une erreur totale d'imaginer que les voix s'additionnent. Et pourquoi ces gens-là, à votre avis, ne votent pas pour vous? Parce que vous ne leur offrez pas... Vous n'avez pas encore vu les élections municipales. Vous savez, Madame Bujac, si j'étais élu député dans une circonscription qui a voté largement François Hollande et Marine Le Pen, c'est peut-être parce qu'une partie de ces électeurs voit en un jeune candidat peut-être un peu d'espoir pour leur territoire. Alors, vous vous êtes rendu célèbre en interpellant dernièrement Marine Le Pen sur un élu municipal du FN qui a mis sur son compte Facebook des images, notamment d'un drapeau israélien en flammes. Il a d'ailleurs été exclu. Vous estimez que votre réaction a apporté, qu'elle a eu un effet ? Moi, je m'étonne que ce ne soit pas les socialistes qui en premier dénonçaient ce personnage qui avait de façon publique rendu des actes, en tout cas des paroles antisémites ou des images antisémites. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a une grande distorsion entre les paroles du Parti socialiste sur le vivre ensemble, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et leurs actes. Parce qu'évidemment, ça profite au Parti socialiste d'avoir des candidats du Front National implantés. Moi, je pense qu'il fallait parler à Madame Le Pen, voir si effectivement elle allait mettre en concordance ses actes et ses paroles. Aujourd'hui, ce candidat n'a plus été investi par le Front National. Je n'ai pas encore eu la preuve qu'il avait été exclu. Alors on a M. Darmanin, on va revenir à François Fillon, puisque vous avez vu donc qu'il avait fait la une des journaux toute la semaine, et encore d'ailleurs ce dimanche avec le journal du dimanche, et puis je crois également le Parisien qui a un sondage selon lequel 47% des Français, 47% des Français pensent que l'histoire du FN, ça a changé son image. Mais ce que je voudrais maintenant faire, c'est aborder le problème de la Syrie. François Fillon, on sait qu'il était contre les frappes en Syrie, contrairement au président François Hollande. Alors, c'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir critiqué la France devant Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, il était à Valdaï, en Russie. Il a critiqué la France, il l'a accusé en quelque sorte d'être aligné, il n'a pas prononcé le mot, mais d'ailleurs il a été explicite après sur son blog, d'être aligné sur Barack Obama, sur les États-Unis. Alors, ça a été très critiqué parce que chez nous, il y a quand même un accord tacite, même si ce n'est pas écrit, une règle non écrite qui veut qu'on ne critique pas la France en dehors, à l'étranger. Bon, là aussi, est-ce que vous estimez, je vous pose la même question que tout à l'heure, que c'est de sa part une faute, une erreur ? Comment vous ressentez cela ? Il y a le fond et la forme. Sur le fond, François Fillon a-t-il tort de donner à Vladimir Poutine l'idée que la France est l'allié historique de la Russie ? Je pense qu'il a raison. A-t-il raison de condamner les frappes qui finalement n'auront pas lieu, comme dans le roman ou dans l'épisode de théâtre de Giraudoux ? Oui, il a raison de dire que François Hollande s'est précipité et a mis la France dans un corner diplomatique. A-t-il raison de le faire de l'étranger ? Personnellement, je suis assez dubitatif. Cependant, on ne va pas en rajouter dans la critique interne à l'UMP, surtout que le premier responsable de cette situation, de cette non-concorde nationale, contrairement à ce qu'a fait Jacques Chirac ou Dominique de Villepin pour l'Irak, c'est quand même la façon dont les socialistes et dont François Hollande a géré la crise syrienne, parlant aux Français 3 semaines plus tard, convoquant le Parlement sur des informations qui n'ont pas été confirmées quelques jours après, et attendant le Congrès américain, le vote du Congrès américain comme le Saint Graal. Donc je pense qu'effectivement François Fillon a raison sur le fond. Il reproche, il critique ouvertement François Hollande pour avoir fait du suivisme avec Obama, mais lui il fait du suivisme avec Poutine. Que Poutine, écoutez, il n'est pas neutre. On n'est pas dans Minority Report. François Fillon n'est pas la présidente de la République et il n'a pas négocié avec Vladimir Poutine. Il y a une rencontre avec Vladimir Poutine comme tous les grands dirigeants de l'opposition et de la majorité ont avec les grands de ce monde. Ce qui était d'ailleurs le cas de François Hollande avec d'autres dirigeants lorsqu'il n'était pas président de la République. Je pense que le suivisme de la France n'est jamais une bonne politique. Ce qui est une bonne politique, c'est la troisième voie, la voie gaullienne. L'idée qu'entre les deux blocs, jadis URSS et les États-Unis, maintenant dans un monde multipolaire, la troisième voie, celle de la France, celle de l'objectivité, celle de ce pays moyen qui a une grande vision pour le monde, doit être écoutée. Et ça exige en effet de n'être ni aligné sur l'un ou sur l'autre. Alors ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, c'est un dérapage ou pas, à votre avis ? Écoutez, sur la forme, moi j'étais très occupé à faire du porte-à-porte à Tourcoing, donc je n'ai pas encore vu les images de François Fillon. J'ai eu la presse comme tout le monde ce matin. Encore une fois, je vous le dis, je ne vais pas rajouter dans la critique.
Personnellement, je pense qu'il n'est jamais bon de critiquer son pays à l'extérieur, mais les socialistes feraient mieux de balayer devant leur porte. Je me rappelle que sur la Libye, ils ont bien critiqué Nicolas Sarkozy à l'intérieur et à l'extérieur sans que personne ne le relève jamais. Je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de parler aux Français de ce qui les préoccupe en premier, l'économie, l'emploi, la sécurité. Alors, vous dites, monsieur le député, que vous ne voulez pas en rajouter. On a bien compris d'ailleurs qu'à droite, on ne voulait pas du tout en rajouter. Est-ce que c'est parce qu'on a peur, on ne veut pas rallumer la guerre Copé-Fillon? Mais parce que la guerre de Copé-Fillon a eu lieu et elle a laissé des traces importantes dans notre électorat qui Donc ne on fait prend... très attention Qui, je maintenant. pense, moi je le pense très franchement, vous savez, quand vous rencontrez les électeurs de droite, qui disaient d'ailleurs Jean-François Copé ou François Fillon, on pense qu'ils ont failli à leur mission. Et donc aujourd'hui, il faut reconsidérer que l'UMP doit se construire, d'ailleurs pas qu'avec Copé et Fillon, avec tous les grands leaders de la droite aujourd'hui. Il y a Xavier Bertrand dont je suis proche, il y a Bruno Le Maire, et il y a d'autres personnes tout à fait compétentes à l'UMP, François Baroin, qui demain pourraient être les leaders de la droite française. Tout ne se résume pas à l'UMP, à Jean-François Copé, à François Fillon, malgré leur talent. Vous avez été de ceux qui ont réclamé un droit d'inventaire sur le quinquennat Sarkozy. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait un chef, vous venez de le redire. En même temps, vous voyez beaucoup Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a un homme providentiel aujourd'hui à l'UMP? C'est très difficile de répondre à cette question, mais vous savez, nous sommes dans un parti jacobin. Et dans un parti bonapartiste, c'est un peu dommage quand il n'y a pas Bonaparte. Donc soit l'UMP évolue, c'est-à-dire ce qu'elle est en train de faire, devenir un parti socialiste qui choisit par courant, par primaire son chef, ce sera sans doute la bonne solution puisqu'il n'y aura pas de leader naturel. En revanche, s'il y a un leader naturel historique, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy jadis, c'était normal de choisir directement son chef. Donc votre question, elle est compliquée. L'homme présidentiel, vous savez, comme disait le général de Gaulle dans les Mémoires de guerre, il se révèle. Alors à la nation pour de Gaulle, mais aussi à l'électorat de droite ou au parti à l'UMP. On a encore 4 ans pour que l'homme présidentiel se révèle. Je pense qu'il n'est pas forcément celui qu'on attend. Oui, vous avez raison, il y a encore 4 ans, et puis il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais enfin, en attendant, on le voit, on parlait tout à l'heure des sondages, Nicolas Sarkozy n'arrête pas de monter. Il y a eu la souscription nationale. En 2 mois, vous avez ramassé 11 millions. On peut dire que c'est quand même un petit peu à cause de l'image ou grâce à l'image de Nicolas Sarkozy qui a su convaincre les partisans de l'UMP, les sympathisants de l'UMP de donner de l'argent. 11 millions en 2 mois, c'est énorme. Bon, alors, est-ce quand même la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui à l'UMP, vous pouvez faire sans lui? La question ne se pose pas, puisque Nicolas Sarkozy a dit, répété et répété, qu'il n'était pas dans la politique active. Bon, donc vous savez, quand le père n'est plus dans la maison, les enfants sont bien obligés de considérer que la maison doit fonctionner normalement. Mais, quand même, monsieur Darmanin, vous-même, vous voyez Nicolas Sarkozy de temps à autre. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne vous demande pas de nous révéler des secrets que vous allez de toute façon pas nous révéler, c'est bien normal. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous répéter, en tous les cas, répéter à nos auditeurs qui, eux, sont intéressés, ont envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il raconte Nicolas Sarkozy quand il rencontre les jeunes comme vous? Pourquoi d'abord il les rencontre? Puisqu'il n'est pas dans la politique, alors qu'est-ce que ça peut lui faire de rencontrer tous ces jeunes députés comme vous, comme tous ceux qu'il rencontre? Écoutez, d'abord, si Nicolas Sarkozy prend du temps pour me recevoir, j'en suis très heureux et même très flatté. Il faudrait lui poser la question pourquoi il nous rencontre. Je vous réponds par une boutade. J'étais directeur de cabinet d'un ministre des Sports qui me disait toujours, David Douillet, que les propos de vestiaire restent dans le vestiaire. Donc le jour où j'ai bien compris. Le jour où il aura envie de parler devant tout le monde, devant votre micro, je pense qu'il le fera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy est très intéressé de l'avenir du pays. Très intéressé à l'avenir du pays, que recevoir des parlementaires, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, c'est quand même recevoir des gens qui sont à l'écoute d'une population, très différente d'ailleurs selon leur territoire d'élection, et qu'il est à l'écoute de cela. Moi j'ai trouvé Nicolas Sarkozy cependant sur le plan personnel extrêmement en forme, plein d'humour comme on le connaît tous, et vous savez dans les 11,2 millions que l'UMP a récupérés, bien sûr il y avait ceux qui étaient fans de Nicolas Sarkozy, et puis il y a tous ceux qui ont peut-être regretté leur atermoiement, leur hésitation à voter Nicolas Sarkozy à la présidentielle, parce que dans nos circonscriptions, nous croisons plus beaucoup de gens qui ont voté François Hollande, alors que c'est un fait, il a quand même été élu président de la République François Hollande. Et on me dit on a voté parfois contre Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, la démocratie c'est important, il y avait un bulletin François Hollande, un bulletin Nicolas Sarkozy, beaucoup de gens se sont abstenus ou ont voté François Hollande, je pense. Les gens qui n'ont pas voté Nicolas Sarkozy ont donné de l'argent pour ses comptes de campagne. Cette décision, je pense que pas grand monde n'a compris dans notre démocratie.
puisqu'il a quand même récupéré au second tour des millions et des millions de voix et qui n'ont pas été entendues, je pense, à juste titre. Ensuite, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy de la suite de ces événements, je pense que lui-même est assez malin pour ne pas le répéter à des parlementaires qu'il connaît finalement assez peu. Et les parlementaires sont assez malins pour ne pas le répéter au micro de RCJ, c'est cela? Pas qu'au micro de RCJ, parce que vous savez, répéter une fois, ça veut dire d'abord de trahir la confiance de celui qui vous a reçu, parfois très longuement, et que je remercie. Je n'ai jamais été sarkozyste. Moi, j'ai été élu député le lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy. Cependant, je vois en Nicolas Sarkozy aujourd'hui la personne qui est encore notre étoile et qui nous permet de ne pas nous diviser à l'UMP. Donc, vous parliez tout à l'heure du droit d'inventaire. Ce qui est très important, c'est que pour moi, ce n'est pas le procès de Nicolas Sarkozy. Et en grand sportif que Nicolas Sarkozy est, il sait très bien que si jamais un jour il souhaitait revenir au pouvoir, refaire une compétition, la remise en cause du sportif fait partie de la construction du sportif. Et je sais qu'il a l'intelligence, mais aussi la modestie de le penser. On voit l'ancien directeur de cabinet de David Douillet. Alors, la campagne des municipales va commencer bientôt. Vous en serez, puisque vous êtes candidat à Tourcoing. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez du porte-à-porte pendant que François Fillon parlait du Front National et de la Syrie. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce porte-à-porte? Est-ce que c'est la sécurité qui, encore une fois, va dominer la campagne? Il y a deux thèmes. Il y a le matraquage fiscal. Et vous savez, le matraquage fiscal, bien sûr, il est au rendez-vous des impôts sur le revenu d'aujourd'hui. Il est bien sûr sur l'incroyable couac de la pause fiscale. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire une pause sur plusieurs années, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas très bon, la pause. C'est stop et encore, parce qu'une pause, c'est-à-dire qu'on on remet lecture après. Je ne suis pas sûr que ce soit un très beau mot choisi par le président de la République. Et puis, effectivement, vous avez la sécurité, et notamment la réforme pénale de Madame Taubira. Mais en dehors de ces thématiques qui sont très importantes, bien sûr, pour les Français, il y a l'impression, excusez-moi peut-être de ma vulgarité, mais d'avoir été cocu par François Hollande. Et moi, dans mes quartiers ouvriers, j'ai des gens qui me disent « Monsieur le député, je travaille dans l'usine ou je travaille à Auchan dans ma circonscription, où je nettoie le matin le magasin Auchan, je gagne 1 200 € par mois et les heures supplémentaires, c'est 150-200 € par mois. En moins, je fais comment pour payer les études de mon fils ?» Que dites-vous à un électeur de gauche qui vous dit qu'il a été trahi par la gauche, qui a encore une fois trahi les classes populaires et qui, devant vous, expose à la fois ce désarroi et en même temps ce mécontentement profond? Eh bien, je pense qu'il est très compliqué de soutenir le regard, surtout lorsqu'on n'est pas responsable de cette situation, et de redonner un peu d'espoir à une classe populaire qui, demain, peut-être votera abstention, peut-être demain ira voter Mélenchon ou Marine Le Pen, parce qu'elle a l'impression que les promesses de François Hollande, non seulement il ne les a pas tenues, mais en plus, ils y ont cru. Le changement, c'était maintenant, c'était pas en 2030 ou en 2045. Donc, la sécurité, vous avez raison, le matraquage, vous avez raison, mais surtout la crédibilité de la parole politique. C'est ça le plus important dans ces élections locales. On peut encore peut-être rattraper les choses parce qu'elles sont locales, ces élections. Mais demain aux élections européennes, après-demain aux élections présidentielles, ce sera plus compliqué de créer un lien avec l'électeur. Et là, vous verrez que les extrêmes auront des très gros scores. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la candidate UMP à Paris pour les municipales, a dit qu'elle était sur la même longueur d'onde que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, concernant les Roms. Alors, on a l'impression que tout le monde, droite, gauche, se lit contre les Roms. Et comment vous expliquez cette focalisation? Parce qu'après tout, les Roms, ce sont des Européens. Ils sont roumains ou bien bulgares, deux pays qui appartiennent à l'Union européenne. Ils ont donc droit de se déplacer, comme tous les Européens, à l'intérieur de l'Union. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde parle du problème des Roms, les problèmes qui posent les Roms, mais qu'est-ce qu'on leur propose à eux pour leur permettre de vivre décemment? Alors, votre question est très compliquée. Je vais essayer d'y répondre sans sans amalgame, mais il y a beaucoup de thématiques dans votre question. D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'ils sont européens comme tout le monde. Au 1er janvier, les choses changent un petit peu. Mais je pense qu'effectivement, la première réponse... Schengen, exactement, la première réponse, c'est quand même une réponse européenne. Et il appartiendra au prochain président de la République, parce que je pense que François Hollande n'en aura pas le courage, de remettre en cause Schengen. C'est une évidence. Personnellement, je fais partie de ces seuls députés UMP à ne pas avoir voté le traité européen à peine élu, parce que je pense que l'Europe d'aujourd'hui, tout le monde est européen, mais ne respecte pas ses promesses, ni le plein emploi, ni la lutte contre l'immigration, ni la protection de nos frontières. Donc c'est pas la peine de continuer à faire Europe, 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 comme disait le général de Gaulle, il faut être concret. Donc remettre en cause Schengen. Deuxièmement, moi, est-ce que je dirais que je suis comme Manuel Valls? Je ne dirais pas que je suis comme Manuel Valls. Je respecte le ministre de l'Intérieur. Mais quand même, quel résultat aujourd'hui pour Manuel Valls?
l'explosion de la délinquance en France. Les gros bras, les coups de menton. Donc c'était étonnant de la part de Nathalie Kosciusko. Non, mais je suis sur la même longueur d'onde que Manuel Nathalie Valls. a tout à fait raison en termes de communication. Tout le monde est d'accord avec Manuel Valls. Et elle a tout à fait raison d'opposer une ligne Taubira contre une ligne Valls. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit. En revanche, dans les faits, et Nathalie Kosciusko-Morizet, bien sûr, serait d'accord avec moi, comme avec tout l'ensemble des électeurs de droite, et je pense des Français. Dans les faits, l'explosion des délinquance est là. Que vaut le ministre de l'Intérieur lorsque Mme Taubira fait une réforme pénale complètement laxiste? Que vaut les renforcements d'effectifs de police? Moi, je parle pour ma métropole. Lorsqu'on arrête quelqu'un, qu'on le met en garde à vue, qu'il a braqué une pharmacie, qu'il est incriminé dans 14 faits et qu'il a 18 ans, on le remet dès le lendemain avec un simple rappel à la loi dans la rue. Vous pouvez mettre 800 flics dans la rue, ça ne changera rien du tout. C'est une question de construction de places de prison, c'est une construction aussi, de laxisme d'un certain nombre de juges, et c'est aussi une conception de l'excuse sociale de la gauche. Vous savez, les différences entre quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche, je pense fondamentalement, on me pose souvent la question, vous êtes jeune, pourquoi vous êtes de droite? La gauche croit en l'excuse sociale. C'est pas à cause de l'individu, c'est à cause de la société. On est difficile, on est raciste, on est je ne sais quoi, on est dans la vie sociale compliquée. Donc du coup, on va commettre des actes délictueux. Et c'est la fameuse thèse de Jospin, parce qu'il y a du chômage, il y a de la délinquance. On a bien vu qu'il y avait de la croissance et qu'il y a continué à avoir de la délinquance. Quelqu'un de droite pense que l'individu est responsable. Bien sûr, il y a des déterminismes, que c'est plus difficile que vous êtes enfant d'immigré ou enfant d'ouvrier dans un quartier populaire qu'un enfant de bourgeois dans le 7e arrondissement de Paris. Cependant, c'est pas parce que vous êtes pauvre ou parce que vous êtes fils d'immigré que vous allez casser une école. C'est complètement absurde, la politique de l'excuse sociale. Alors aujourd'hui, on parle des Roms. Vous savez, un citoyen, un Européen et même un immigré en situation légale, et j'allais même vous dire même un immigré clandestin, qui respecte les lois de la République. Pour l'immigré clandestin, il est là de façon délictueuse sur le territoire, mais qui essaye de respecter les lois de la République, qui voit des gens s'installer illégalement sur le territoire, avec leur caravane, leur maison, qui vont piquer de l'électricité à côté, qui vont piquer de l'eau. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup, et je les vis dans ma commune. Et qui, d'un seul coup, vont pouvoir inscrire leurs enfants à l'école directement, toucher des allocations familiales, ou en tout cas des allocations d'urgence au CCAS. Que dit le citoyen? Que dit l'Européen? Que dit même l'immigré qui essaye de s'intégrer dans la société française? C'est inacceptable. Donc moi, je suis effectivement pour qu'on intègre les Roms, à condition qu'ils souhaitent eux-mêmes s'intégrer. Sinon, je pense qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire français. Un mot des élections en Allemagne qui ont lieu en ce moment, qui ont lieu aujourd'hui. Angela Merkel a l'air d'être assurée de passer. Les sondages lui donnent 40%. Dans le cadre d'une coalition, l'UMP soutient Mme Merkel. L'UMP ne soutient rien du tout. L'UMP soutient la politique française. Il y a des accords. Nicolas Sarkozy. Vous savez, à l'UMP, il y a des souverainistes, il y a des libéraux, il y a des centristes. C'est très compliqué, déjà, les tendances de l'UMP, ce qui en fait un grand parti, d'ailleurs, de la droite et du centre. Personnellement, il vaut mieux, je pense, pour la politique allemande et pour la politique européenne, que Mme Merkel soit réélue. C'est notre, consoeur. Cependant, l'UMP n'a pas à se mêler, comme je pense les élus de droite ou de gauche en France n'ont pas à se mêler des élections d'un peuple souverain qu'est le peuple allemand. Et vous savez, la politique de Mme Merkel, si elle est réélue, et je pense qu'elle le sera, est une politique qui privilégie les intérêts allemands. Et elle a tout à fait raison de le faire. Et je pense que ce qui manque en France, c'est des politiques qui privilégient les intérêts français. Et que la réélection de Mme Merkel va sonner la difficulté très grande de François Hollande, d'abord d'avoir joué avec le feu avec Mme Merkel, considérant qu'elle serait battue, et ensuite va subir ce que Mme Merkel va faire pour la politique allemande, pour l'industrie allemande, pour l'économie allemande, pour l'euro, qui a une espèce de philosophie allemande. Et je pense que, droite ou gauche en France, nous devons considérer que la grandeur de l'Europe, c'est d'abord la grandeur de la France. Et qu'il n'y a pas de grande Europe sans qu'il y ait une grande France, avec une politique industrielle française et des aspects français dans l'économie européenne. Madame Merkel ne va pas diriger seule l'Allemagne, il y aura une coalition, peut-être même avec la droite. Est-ce que ça serait un modèle... Avec la gauche. Avec la gauche, pardon, voilà, excusez-moi. Avec le SPD, oui. Avec la gauche. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour la France? Déjà, les modes d'élection ne sont pas les mêmes, puisque vous votez à la fois pour votre député en circonscription, ce que nous faisons, et un député à la proportionnelle, ce qui rend les majorités extrêmement compliquées. Ce n'est pas un modèle parce que l'Allemagne n'est pas la France, et que la France n'est pas les États-Unis. Quand on compare avec le Congrès américain, c'est absurde. France... Avec 5 ou 6% de chômeurs, elle nous fait rêver quand même l'Allemagne. Oui, mais ce n'est pas la coalition politique qui fait 5 ou 6% de chômeurs. C'est M. Schröder, qui était un Premier ministre socialiste, qui, contrairement aux socialistes français, n'était pas un socialiste en peau de lapin, et a fait les vraies réformes qu'attendait le peuple allemand. Sans doute des réformes difficiles, c'est difficile la politique, mais des réformes quand même. Donc si aujourd'hui l'Allemagne est un grand pays prospère ou quasi prospère, c'est bien sûr grâce à Mme Merkel, c'est aussi grâce à des socialistes allemands responsables. Et la France ferait bien de s'inspirer, selon vous, de la méthode Schröder? En France, nous n'avons pas de socialistes équivalents à Schröder et nous avons des syndicats équivalents à la CGT. Alors évidemment, c'est plus compliqué de réformer. Dernière question avant la...
pour ou contre le cumul des mandats? Ah, je suis pour, mais contre le cumul des indemnités. Donc en tant que député maire, si les Tourquenois me font confiance dans 6 mois, je pense que c'est important qu'un député maire, parce que je regarde Valenciennes, Donc Jean-Louis pour Borloo. le cumul des mandats et contre le cumul des indemnités. Voilà, c'est exactement. ça? Je pense que ce que reprochent les gens, c'est pas que les politiques bossent beaucoup, c'est qu'ils gagnent peut-être un peu trop d'argent. Alors c'est très injuste sans doute, et je pense qu'il faut quand même considérer en démocratie qu'il y a un ras-le-bol de la part des citoyens. Et donc je pense que député maire, c'est important, surtout dans des villes moyennes comme Tourcoing, pour faire entendre à Paris. En revanche, pas de indemnités. Alors, la question MyBooks, pour finir. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, Gérald Darmanin, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? En ce moment, je lis Le Guépard. Eh oui, le très beau livre de Lampedusa. Exactement. D'abord parce que j'ai pas encore vu le film et que j'adore toujours lire les livres avant de regarder le film. Donc comme ma femme me tanne, Et je c'est vais là regarder. qu'on voit que vous êtes très avez jeune. une chance inouïe Voilà, de pas encore avoir vu le de film. pas avoir vu le film. Et j'avais lu un peu Le Guépard au début de l'été. Je me suis arrêté pour des raisons de travail et donc je l'ai repris il y a 3 jours et j'en suis fort heureux parce que c'est un très beau livre et un très beau livre, une ode conservatrice magnifique de la vie et de la politique. Ah, vous verrez que le film est magnifique également. Ah, et on est toujours que déçus. tout change Pour que rien ne change, exactement. C'est un slogan que vous pourriez faire vôtre? C'est le slogan de la vie. C'est ça la vie. Il faut que tout change pour que rien ne change. Gérald Darmanin, député du Nord, plus jeune député UMP à l'Assemblée nationale, proche de Xavier Bertrand et secrétaire national de l'UMP. Merci d'avoir été avec nous, l'invité.